pense que Félix, c'est son heure de gloire qui est en train de préparer à Wimbledon. Est-ce que Naomi Osaka est de retour? Puis Alex, je te dis, le Félix de 2026 contre le Novak de 2026, avantage Félix, clairement. Une brosse, mon cher! Toujours un régal, ces conférences de presse. C'est un match marketing, marketing, pour faire compétition à la Coupe du Monde. Ça ou ça? Ça dépend. Quel genre de femme tu veux être? Pas chic, le petit muffin top. Ça a-tu fini de me shamer? Est-ce que ça te tenterait d'être consultante sur ma série? Sauf que oui, voyons donc. Comment tu voudrais qu'on t'appelle? Françoise. Salut, bienvenue à Sur la ligne, le podcast officiel de Tennis Canada. Alex Régébal en votre compagnie. Hugues Léger en face de moi. Charlotte a failli nous rejoindre, mais Charlotte a dû déclarer forfait le jet lag et je suis le premier à la comprendre parce que quand on voyage beaucoup, ça peut être compliqué puis parfois on sent bien puis là finalement tu finis par crasher, comme on dit. J'espère qu'elle va bien. Vous allez la retrouver la semaine prochaine à votre grand plaisir et à notre grand plaisir. Mais d'abord et avant tout, Hugues, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Il a fait beau ce week-end. As-tu échangé quelques bases sur des terrains de tennis? C'est certain, mais je suivais le voyage de Charlotte sur les réseaux sociaux. J'étais un peu jaloux d'elle en même temps. Donc, elle était à Wimbledon sur le plateau de Tennis Channel avec Jim Courier, pas plus tard qu'hier, après un passage, je crois, en Italie. Donc, on a bien hâte qu'elle revienne pour nous raconter tout ça et surtout, ça a mangé des strawberry and creams durant son voyage. Peut-être la recette de Pims. Tu sais que j'aime les cocktails durant les tournois, donc peut-être un petit Pims avec Charlotte. Mais oui, moi, j'ai profité du temps. Je joue en ce moment. Il fait beau, enfin des beaux week-ends. C'est vraiment le plaisir par les temps qui courent. D'ailleurs, tu as vu ça? Cocktail là, sorti par Tennis Canada là, pour l'Omnium Banque Nationale. C'est une mode, tu sais, les cocktails signature. Le fameux Honeydew au US Open est rendu un classique de l'expérience client là-bas. Je pense qu'ils vont chercher près de 300 millions de revenus avec le cocktail seulement. Donc, c'est une très bonne idée d'avoir un cocktail signature. Ce sera le Melon Ace. Voilà. Là, c'est melon. On va goûter à ça. À l'Omnium, oui, il y a des chances. Pas pendant qu'on travaille, par contre. Après. Ça, c'est ma règle, ça. Pas d'alcool après-midi. Pendant qu'on travaille. Ça me semble une règle logique. Ben, ouais. Remarque, en même temps, si on n'a pas de show, mais la vérité, par contre, là, c'est bien rare qu'on a le temps pendant l'Omnium de faire autre chose. Ben, toi, tu gères 1 million d'autres affaires avec Tennis Montréal. Moi, je gère une bonne partie du contenu. Ça va vraiment vite, là, pour vrai. Petit cocktail là, comme ça, le Melon Ace avec Grey Goose, le partenariat. Puis, comme je disais, peut-être qu'on pourra inviter l'ami Max Corriveau. Ça fait 2 fois que je le plug. Venir peut-être le tester ou nous fournir d'autres idées de cocktails, peut-être avec la Grey Goose, pour quoi pas. Ça brasse hein, dans le monde du sport, mon cher Hugues. C'est drôle parce que je pensais à toi là, cette semaine. Toi qui as déjà eu des plateformes de soccer, là, tu sais ça, Trump qui s'interpose dans le carton jaune. J'ai entendu dire que c'était lui qui était pour être l'opérateur du vidéo replay ce soir s'il se passe quelque chose. Non, j'avoue qu'elle est pas mal forte, celle-là. Et sa conférence de presse était assez drôle, mais assez triste en même temps. Quand elle disait « Je connais ça, le soccer, moi. Je vous dis qu'il n'y avait pas de faute. » C'est curieux. On va voir ce qui va se passer, mais écoute, je pense que sa relation avec Infantino est payante. Bien qu'on nous dit que c'est un comité indépendant qui avait revu l'appel de l'arbitre là, sur le carton rouge, mais c'est quand même fort de café. Beaucoup de sujets de tennis. Parlons de tennis puisque c'est notre mandat, mon cher Hugues. Et la bonne nouvelle, c'est que Félix a rempli les attentes depuis la semaine passée. On regardait son tableau, on disait c'est très possible de le voir aller en ronde des 16, peut-être voir même les quarts de finale. On voyait un match potentiel se dessiner contre Novak Djokovic. Ce sera ça, mon cher Hugues. Match popcorn, comme on dit, pour les amateurs de tennis. Écoute, Félix, on le disait il y a une semaine, est arrivé en mission à Wimbledon, déçu de sa sortie rapide, en fait, du tableau ouvert dont il n'a pas tiré profit à Roland-Garros il y a quelques semaines. On sentait une attitude un peu différente. Il arrive la tête rasée. Bon, encore une fois, c'est ça a vraiment fait jaser. Mais ça a envoyé un signal quand même. Et on a vu dans ses conférences de presse aussi qu'il a fait du travail sur lui-même depuis 2-3 semaines. Et c'est payant. Écoute, il n'a pas perdu un set avant son 4e tour. Donc ça, c'est bon signe aussi. On sait comment ses entames de tournoi sont difficiles. Il gagne en 3-7. Ça se présente très bien. Il gère bien son match contre Davidovich Fokina, pardon. En 5-7, 6-1 au 5e. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois. Puis Alex, je te le dis,
on en a parlé hors d'onde, je le mets favori contre Djokovic si ça va à plus que 3-7. Djokovic qui a perdu des sets ici et là, on sait que c'est sa meilleure chance d'aller chercher son fameux 25 et d'avoir le record absolu de victoire en Grand Chelem. Djokovic avec ce tournoi de Wimbledon qui se joue plus rapidement, c'est moins fatigant qu'un US Open ou un Roland-Garros, mais je pense que Félix peut aller chercher ce match-là. On va y revenir sur Novak Djokovic parce que je veux qu'on parle du match contre Davidovich Fokina parce que ça a été un match très fort en émotion pour Félix Auger-Aliassime. D'abord, je suis sûr que tu l'as vu, un des échanges de l'année, ça n'avait aucun sens ce qui se passait dans cet échange-là. Et même Félix qui était du côté perdant de cet échange-là, mais il n'a pas pu s'empêcher de sourire là, à la fin en se disant mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Mais quel Highlight échange... reel de l'année. Highlight de l'année. Un des échanges de l'année. Ouais. Et après ça, on a eu droit à une pas pire controverse. J'invite d'abord à écouter la clip de Félix en conférence de presse parce qu'on l'a rarement vu aussi, je ne sais pas si agressif est le bon terme, mais... Je dirais incisif. Il était très posé, très calme, mais très pointu sur son point. Il a très bien fait son point. J'invite à écouter ce qu'il a dit, puis on va commenter après. Disgrace of a rule. It's very simple. If you're hurt bad, or whatever you're hurt, while the game's going on of your opponent, in the middle of the game, the opponent's serving, the shot clock is on, and you basically, if you're hurt bad, you're forfeiting every point until you can call the physio. And if the physio helps you to recover, then you play your service game, right? And if you're hurt bad, then you retire, obviously. But to stop in the middle of an opponent's service game and to be able to call the physio, I think that's a disgrace of a rule. I don't see any other sport where you can do that. And I mark my words, it's a disgrace of a rule. So that's it. Alors, en gros, pour traduire, Félix, il était pas content du fait que, Davidovich Fokina a demandé, après s'être blessé à la cheville, un temps d'arrêt médical alors qu'il était sur la séquence de service de Félix. Exact. Et là, lui, ce qu'il dit, c'est que le règlement n'a pas de bon sens. Il devrait être obligé de perdre ces points-là pendant que Félix termine sa séquence au service et au changement de côté ou au changement de service, là, tu peux faire une demande de thérapeute sportif, mais pas au milieu de la partie au service. Et là, le règlement le permet et Félix a été très bon politicien pour ne pas mettre la faute sur Davidovich Fokina en même temps. Tu as vu la poignée de main à la fin. Il lui a dit. D'après moi, façon de penser. Il l'a pas dit qu'est-ce qu'il a dit parce qu'on lui a posé la question 2 fois en conférence de presse puis il a dit je vais pas y aller là. Ouais. Mais mon feeling, c'est qu'il a dit hey, pas vrai là. Ouais. T'es-tu sérieux? Ouais. Tu sais, ça, c'est pas du fair play là. Exact. C'est un peu plus... C'est ce que j'ai perçu de cet échange-là au filet qui s'est prolongé après. Ils se sont même reparlé. Ils se connaissent très bien. Hein. Ils jouent ensemble depuis longtemps. Oui. Fait qu'il y a eu une bonne discussion. Est-ce que Davidovich Fokina a besoin d'un petit break à ce moment-là aussi, potentiellement? C'est vrai pour le match. Exactement. Donc, écoute, je pense que Félix a bien fait de le faire. Puis ça fait partie, je pense, Alex, de cette nouvelle personnalité ou il va plus en laisser passer, moins gentleman un peu. Je dis pas qu'il faut qu'il soit méchant, mais on en a souvent parlé. Je pense que là encore une fois, il est en mission, il y a rien qui va passer, il va tout faire pour gagner et ça l'a vraiment dérangé et il a bien fait d'en parler. Puis c'est vrai que le règlement n'a pas d'allure. Puis c'était une classe de maître de communication en conférence de presse là, il a été excellent. Comment prendre un sujet un peu touché qui te fait fâcher mais sans trop que tu fasses lever le feu autour de cette question. Là, Félix, il a été magnifiquement bon pour manœuvrer dans cette conférence de presse-là. J'aime tout ce que je vois de lui en ce moment, Alex. Avec raison. Et là, c'est drôle parce que j'en parlais à la radio aujourd'hui, en fait. Les gars à BPM Sport me demandaient « Ouais, mais Alex, là, est-ce que ce genre de situation-là, ça n'aurait pas dû être... oublie ce qui vient de se passer, puis concentre-toi. » Puis ce qu'ils sous-entendaient, les gars, c'est que ça l'aurait déconcentré. Puis après ça, il a perdu le set. Puis on a été obligé de jouer un autre set par la suite. Mais quand même, c'est ça, dans le 5e, ça n'a pas traîné. Il a bien géré. Là. Exact. De mon point de vue à moi, il a bien géré. Mais en même temps, t'en penses quoi, toi, de cette question-là? Est-ce que c'est effectivement... Est-ce que ça répète un dangereux point tournant dans ce match-là? Oui.
Dès qu'on peut changer le momentum ou toutes les petites choses sont permises pour t'avantager. Donc, tout ce qui brise un rythme ou un momentum peut faire basculer un match. Alors, tu te souviens, on avait parlé du fameux match entre Zverev et Medvedev à Monte-Carlo, où Zverev est en train de battre Medvedev. Medvedev arrache le poteau, le piquet qui tient le filet au changement de côté, juste pour que l'arbitre arrête le match et qu'il y ait une discussion et il revire le match à ce moment-là. Donc, tout changement de momentum, si le momentum n'est pas de ton côté, évidemment, peut être dommageable. Félix a dit en conférence de presse, c'est un affront de règlement. C'est un peu un affront au règlement, d'une certaine manière d'appliquer le règlement de cette façon-là. Ouais. Il a dit, c'est vraiment pas... En anglais, là, c'est « disgrace of a rule ». Oui. Alors, moi, honnêtement, j'avais jamais vu ça. Tu fais la demande durant le jeu et au changement de côté, le physio arrive. Habituellement, c'est ça. Mais là, dans ce contexte-là, à ce moment-là, j'avais jamais vu ça. En tout cas, c'est visiblement peut-être déjà arrivé parce que le règlement le permet et certains joueurs vont en profiter. Mais je pense que Félix, en gars fair play, à la fin du match, David Fekina avait beau lui pointer sa cheville, oui, je me suis fait mal à la cheville pour vrai. Puis c'est pas le point que tu t'es fait mal à la cheville pour vrai, mais c'est un peu comme si tu tombais pendant le point, puis tu disais, on va reprendre le point parce que je suis tombé. C'est pas exactement ça la situation, mais je vais faire une comparaison. C'est un peu ça. Alors, ce que lui, Félix disait, c'est qu'on devrait juste continuer la partie au service. Il a raison, surtout sur la séquence où c'était son service. Tu perds les 3-4 points qui restent à jouer sur ce jeu-là, puis c'est le changement de côté après. Mais là, ça il faut que ça continue. C'est ça. Ça a été un moment intéressant, puis j'ai aimé qu'il souligne ce point-là après, puis qu'il soit très éloquent dans sa présentation. Il l'a fait de façon merveilleuse. Ouais. T'as-tu vu son entrevue sur le terrain après aussi? Oui. Quand on lui demande, est-ce que tu connais ton adversaire? Il dit, ouais, genre... Un Serbe. Un Serbe, là, il n'est pas très connu. Puis là, évidemment, on a un match entre Novak Djokovic et Félix Auger-Aliassime. Ouais. On le voyait possible au début du tournoi. Tu t'attends à quoi de ce match-là? Je crois que Félix est en 2026, contre Djokovic 2026, Félix a des chances de gagner ce match-là. Plus le match va être long, plus je donne des chances à Félix. Donc, en 3-7, je pense que Djokovic peut gagner parce qu'il va avoir sa motivation ultime, Alex, parce que c'est le moment où il peut aller chercher son 25e Grand Chelem. On sait qu'il cherche les records Djokovic. Et Wimbledon, c'est sa meilleure chance, selon moi. C'est des échanges plus rapides. C'est moins fatigant, moins éreintant pour un vieux comme lui que Roland Garros ou l'US Open, par exemple. Je pense que c'est une chance pour Djokovic. Si Félix joue bien, si le match s'étire un peu, je mets Félix favori en 3-7 et plus. Puis je serais prêt à mettre un petit 20$ là-dessus. Donc, j'aime bien Félix pour ce match. Puis en même temps, même si le terrain, peut-être permettre des échanges un peu plus courts qui pourraient favoriser peut-être Novak Djokovic. En même temps, si le service de Félix fonctionne, il va trouver le temps long, Novak. Là. Alex, le service plus 1 de Félix est un des meilleurs au monde. Donc, je pense que des échanges rapides vont favoriser Félix. Je regardais je faisais ça en date d'hier. Là, je ne sais pas si ça a changé depuis, parce que c'est un peu comment ça fonctionne, les paris sportifs. Là, ça peut bouger en fonction de combien de gens parient sur un joueur ou pas. Là. Mais pour l'instant, les parieurs au livre, et c'était le cas hier, donnent favori Novak Djokovic. Fou, hein? Et moi, je t'avoue, j'étais un peu surpris. Novak, il a presque pas joué cette année. Il a 4 tournois. Bon, évidemment, c'est Novak. Là. On va dire un des plus grands au monde. Un des plus grands, peut-être le plus grand de l'histoire, certains diront. Il est 8e mondial versus le 4e mondial présentement, et on met 3e favori. Novak favori pour l'instant. Oui. Pourquoi? On a déjà parlé. Les preneurs au livre ne croient pas en Félix. Il n'a pas prouvé suffisamment dans les grands moments, les Masters 1000, les Grands Chelems, quart de finale, demi-finale, finale, où il s'est jamais rendu en finale. Il a fait 2 demi au US Open, un quart à Wimbledon en 2021. Et on sait que Djokovic, c'est un gamer. C'est un gars des grands moments qui craque jamais sous la pression, qui sort son meilleur tennis au moment le plus crucial. Donc, c'est ces facteurs-là qui font que les preneurs au livre ne mettent pas Félix favori, mais on en a parlé. Ça fait plusieurs fois que ça a lieu. Même à Roland-Garros, quand il se retrouvait en quart de finale et qui était donc avec Zverev, les 2 joueurs les plus haut classés qui restaient dans le tableau. Sinner avait été éliminé, on s'en souvient, Alcaraz n'était pas là. Félix était seulement
5e ou 6e favori des preneurs au livre, au moment où Zverev et lui étaient clairement ceux qui auraient dû se rencontrer en finale. Donc, c'est quelque chose qui se reproduit encore, le fait que les gens ne semblent pas croire au niveau des odds en Félix. Mais je pense qu'il peut les faire mentir demain. Je te dis, si j'ai à parier demain, moi, je parierais sur Félix et ses odds sont moins bons, donc on ferait plus d'argent. Ben, j'allais exactement t'amener là oui. en disant, c'est peut-être une super opportunité parce que Absolument. moi, si tu me le demandes à moi, présentement, je mets mon argent sur Félix. De un, la cote va être meilleure. Exact. Puis deux, regarde bien, quelques trucs pour toi. Justement, j'en parlais tantôt. Novak, il n'a pas tant joué cette année. Exact. Il choisit ses tournois. Oui, il choisit ses tournois. Bon, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une mauvaise nouvelle pour Novak. C'est-à-dire que, bon, il n'a pas joué beaucoup. Peut-être qu'il est un peu plus reposé. Ça, peut-être que ça va jouer à son avantage plus tard dans le tournoi. Mais il a fait une finale en Australie, mais pour le reste, 4e tour à Indian Wells, 3e tour à Roland-Garros et 2e tour à Rome. Il a pas une saison que le monde regarde en disant il va tous nous détruire un après l'autre. Là. Il n'a pas un parcours de saison dangereux. Non. Alors que Félix, lui, il a des titres cette année. Il a un titre cette année. Il a bien fonctionné depuis le début de la saison. Alors, honnêtement, je veux dire, j'ai de la misère à mettre Félix non favori dans ce match-là. Autre chose aussi, évidemment, Félix a trimé dur dans son dernier match. Ça pourrait jouer contre lui. Oui. Mais c'est un super athlète. Il est en grande forme. Ben, de un. Puis de deux, quand tu regardes sur le tournoi complet, Novak a joué 11h17 minutes pour l'instant et 10h37 pour Félix. Alors, Novak a joué plus. Alors, si le dernier match a été un peu plus long que celui de Novak, pour l'essentiel du tournoi, avantage Félix de ce côté-là. Les deux se sont affrontés 2 fois. Ils ont séparé les honneurs des match-ups. Bon, ça fait un bout là, qu'ils ne se sont pas affrontés. Mais il reste que moi, de la façon dont Félix joue présentement, honnêtement... Oui. Puis Alex, je te dis, le Félix de 2026 contre le Novak de 2026, avantage Félix, clairement. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Et là, l'autre bonne nouvelle dans le cas de Félix, c'est que peu importe le résultat de ce tournoi-là, il va engranger pas pire de points. Parce que la dernière fois qu'il avait fait les quarts de finale, c'était en 2021. Depuis, premier tour en 2022, premier tour en 2023, premier tour en 2024, deuxième tour l'année passée en 2025 contre Struff, qui pourrait peut-être affronter en demi-finale. Ben oui, qui est en même côté du tableau. Ben, il va affronter Sinner. Alors, s'il fallait que Sinner trébuche contre Struff, on aura peut-être un petit match revanche en demi-finale, pourquoi pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne perdra pas de points et va même améliorer son sort considérablement au niveau du classement. Il est virtuellement qualifié pour les finales de l'ATP. Donc, au niveau de la race, ça va très bien. 4e au classement mondial. Alcaraz qui est toujours pas revenu. Donc, ça va bien au niveau points pour Félix en ce moment. Mais je te dis, je vais faire encore une prévision sur la comète en ce moment. Il pourrait gagner le tournoi, Félix, mon cher Alex. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que, bon, peut-être que ça va se gagner dans le haut du tableau. Dans le bas, il y a toujours Zverev qui est là, qui pourrait très bien peut-être remporter un deuxième grand chelem de suite. Sinner a perdu son enveloppe de gars imbattable depuis quelques semaines. Exactement ça cet après-midi dans ma chronique à la radio. C'est-à-dire que c'est peut-être un bon timing. Bon, est-ce qu'il a juste trébuché dans les dernières semaines? Peut-être. Est-ce qu'il reste un candidat très possible à remporter ce titre-là? Absolument. Et on sait qu'il n'aime pas la chaleur. Ben, puis jouer contre, mettons là, Sinner, c'est peut-être un bon timing pour l'affronter. C'est là où je vais en venir. Non, c'est pour ça que je dis, moi, je regarde un peu tout ça, ce qui se brasse en ce moment. J'aime ce mouvement de Félix. On a toujours dit qu'il avait tout pour gagner, pour battre tout le monde. Ben, c'est peut-être maintenant que ça va se passer. Petite note pour toi. Tu savais que Struff, à 36 ans, est devenu le plus vieux joueur à réaliser son premier quart de finale en carrière en Grand Chelem. Alors, pourquoi pas? Ben voilà, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là, du côté de Félix Auger-Aliassime. Donc attention, il faut quand même dire que pour gagner le tournoi, Félix va devoir battre coup sur coup Djokovic demain.
potentiellement Sinner, numéro 1 mondial en demi-finale, et probablement Zverev si jamais c'est une rencontre qu'on retrouve en finale. Mais rappelons ce match au US Open l'an passé où Félix avait sorti Zverev, qui l'avait énervé en disant que quand il jouait bien, mais quand il jouait mal, il jouait très mal. Donc, il y a plein de choses intéressantes là, qui se brassent en ce moment du côté de Wimbledon pour notre cher Félix Auger-Aliassime. Parlant de Félix Auger-Aliassime, te souviens-tu de l'adversaire qui l'a battu à Roland-Garros? C'était Cobolli? C'était Cobolli. Oui. Et Cobolli, il est en quart de finale présentement. Quelle saison pour Cobolli? Mais je te parle de Cobolli parce que, bon, évidemment, il pourrait peut-être se rendre en demi-finale. Qui sait? Peut-être qu'on pourrait avoir une finale Félix-Cobolli. Qui sait? C'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Mais il va affronter Ferry. Et lui, il a reçu, c'est un Britannique, il a reçu Wild card. une wild card. Hey, il est Ferry, rendu en quart de finale. Là, ça s'énerve à Wimbledon. Un fairy tale, comme ils disent. Hey, c'est bon, ça. J'ai même, bon, même pas entendu. Donc, Ferry, effectivement, un wild card qui a battu finalement Dimitrov, qui avait un tournoi superbe au 5e set, tie-break du 5e set. Ouais, ça, c'est une sacrée belle histoire du côté de l'Angleterre. On le voyait pas venir, ce wild card. Donc, un Anglais qui se retrouve en quart de finale. 114e mondial. 114e. Si les chiffres... Petit gabarit, 5 et 9. Tu sais, c'est intéressant. Hein? Et si les chiffres que j'ai sous les yeux sur la page de Wimbledon sont exacts, ouais. En carrière, il a fait 883 000 $ américains. En carrière. Sais-tu combien le gagnant du quart de finale fait à Wimbledon? Pas loin de ça. 900 000 €. Ah, voilà. C'est une histoire à la Schwalinska, un peu moins explosive que la Schwalinska. Non, c'est le fun quand même. Et là, tu as un Britannique qui est là. Je peux comprendre que Fairy Tale, c'est bon ça, Fairy Tale. Je n'avais même pas entendu ça parce que j'ai écouté un peu plus en français, mais c'est une très, très bonne histoire. Et Cobolli, en même temps, il faut lui donner crédit. Là. C'était pas une erreur de parcours là, ce qu'il a fait. Deux surfaces très différentes, ben, il performe aussi bien. Super saison pour Cobolli. Et là, on pourrait avoir aussi tout un match là, du côté du bas du tableau entre Zverev et Taylor Fritz. Honnêtement, du côté des hommes, là, tu as une histoire britannique qui est vraiment cool. Tu as Cobolli qui est peut-être, c'est peut-être pas une erreur de parcours. En haut, tu as peut-être un Félix puis un Senner qui se prépare, ou peut-être un Djoko. On va avoir du fun. Là. C'est là où je vais en venir, du côté des hommes. Peut-être juste un petit message. À moins que tu voulais me faire une petite prédiction. Je pense que, moi, je t'ai dit en début de tournoi, j'aime beaucoup Fritz en ce moment. Donc, pourquoi pas Fritz qui irait jusqu'en finale? Et dans le haut du tableau, écoute, je me lance. Je pense que Félix, c'est son heure de gloire qui est en train de préparer à Wimbledon. Mais la commande va être énorme, je le répète. Djokovic, probablement Sinner, et après un Fritz ou un Zverev en finale. Mais je suis tellement content d'avoir un vibe positif pour Félix que je suis content d'en parler. Si on a une finale Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, que Félix l'emporte, ça vengera la médaille d'or perdue au hockey. Exact. On peut dire ça comme ça. À moins que Trump appelle Wimbledon pour dire qu'il faut changer l'appel, changer le règlement. Il va appeler le gars de Hawkeye pour lui dire « Salut, je pense que tu es défectueux de 3 mm. Cette balle-là, elle était bonne. Ouais. Taylor Fritz a gagné. » Ça pourrait rendu là, honnêtement. Ça ne sera pas dans une discussion de même. Là. On va perdre tout le monde ou on va créer de la frustration chez les gens. Avant qu'on passe du côté féminin, mon cher Hugues, parce qu'il y a quand même des choses bien le fun qui se sont passées du côté féminin. Ben oui. Je veux qu'on parle aussi de... Bon, comme Dimitrov, là, il a perdu là, contre Ferry, justement, mais c'est quand même une belle histoire là, de le revoir avec toutes les blessures qu'il a eues. C'est un des gars les plus appréciés sur le circuit qui fait une percée. Là. Et Alex, rappelons qu'avant sa blessure aux abdominaux, il y a 1 an, contre Sinner, il menait 2-7-0 contre Sinner. Donc, ça avait été un moment de peine, de tristesse et de désespoir pour lui. Il a réussi à revenir pour revenir jusqu'en 8e de finale. C'est un wildcard que Wimbledon lui a offert, qui est une très bonne idée selon moi. Ça, c'est un bon wildcard. On en parlera d'une autre tout à l'heure. Mais dommage qu'il n'ait pas gagné. Bon, c'est un Anglais qui gagne. C'est quand même bien au niveau local. Mais Dimitrov, un des plus beaux joueurs du circuit, joueur les plus complets, beau revers à une main. Ça a été un beau tournoi. Il avait l'air content quand même de sa performance. Puis je pense que c'est une rédemption pour sa déception d'il y a 1 an. Et évidemment, dans son box, ça a fait jaser. Encore une fois, c'est qu'il a eu un certain succès, lui, dans sa carrière avec les partenaires de vie. Le cher Dimitrov. Et encore une fois, il y a eu beaucoup d'attention attirée sur son box. Je vais le dire comme ça, vous allez voir les photos. Il y a beaucoup de qualité. Puis, non, mais regarde, on va se le dire. Là. Dimitrov, là, c'est un des sex symboles de l'ATP depuis longtemps. On est bon en patin sur la ligne. Un des ex de Maria Sharapova, entre autres. C'est pas Serena aussi, ça se peut-tu?
Je sais pas. Non. Mais en tout Mais cas, Sharapova, je me c'est souviens de ça. un gars qui a beaucoup de talent, beaucoup de qualité. Ah oui, il a tout pour lui. Ouais, là. tout pour plaire. Il est un peu comme Lily qui travaille avec nous autres. Il a tout pour lui et il a fait tout de la bonne manière. Lily, on te salue. On ne souhaite juste pas autant de blessures, Lily, qui est derrière la console avec nous. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qui a fait mal à sa carrière, Dimitrov, c'est les blessures, mais c'est un ancien champion des finales de l'ATP en 2017. Je regardais ça. Et la dernière chose que je veux parler du côté des hommes avant qu'on aille sur d'autres sujets, c'est Gabriel Diallo, parce qu'on en parlait la semaine passée. Il y avait, son tournoi n'était pas terminé, il venait de battre Benjamin Bonzi. Il a finalement perdu au deuxième tour contre Lorenzo Sonego, qui est allé perdre finalement le tour suivant contre Taylor Fritz. Mais qu'en pensez de cette performance de Diallo? Deux joueurs qui ont baissé au classement. On sait que Gabriel avait gagné le tournoi de Bois-le-Duc l'an passé sur le gazon. Il a chuté beaucoup et c'est une coïncidence. Les deux étaient 90e et 91e au classement. Ils se suivent au classement. Donc, Gap 90 et Sonego 91e. Match extrêmement serré. Il y avait beaucoup d'enjeux pour les deux joueurs. Malheureusement, Gabriel n'a pas réussi à aller jusqu'au bout sur ce match-là. Mais bon, quand même, des choses encourageantes. On sait qu'il avait été blessé il y a un mois environ. Donc, il repart très bien. Je pense qu'on va le voir à Montréal en grande forme dans quelques semaines à l'Omnium Banque Nationale. Ben, espérons. Et peut-être à la Coupe Davis aussi par la suite. Oui, sûrement. À Québec. Oui. Ça fait contre la France. Ça fait contre la France, oui, exact. D'ailleurs, on aurait pu avoir un match Canada-France à la Coupe du Monde. Hein? C'était dans les cartes. Là. On aurait pu avoir peut-être un preview de la rivalité Canada-France à la Coupe du Monde. Passons du côté des femmes. Ça en est passé des choses. Hein. Et il y a quand même beaucoup de choses intéressantes du côté des femmes. Commençons de la façon suivante. Est-ce que Naomi Osaka est de retour? J'avoue que c'est une victoire impressionnante en 2-7 contre Sabalenka. Donc, Osaka sort la première mondiale et favorite du tournoi. Oui, pour battre Sabalenka, qui s'est dit, faut que je me remette en forme, mais quand même, elle domine quand même sur le circuit Sabalenka, avec Rybakina qui est pas loin derrière. On le sait qu'il a gagné en Australie, avec Swiatek qui semble se chercher un peu. Donc, les trois sont sortis maintenant, 1, 2, 3. Mais que Osaka sorte Sabalenka, ça m'a vraiment surpris. Est-ce qu'elle est de retour? C'est une victoire significative. Il doit lui donner beaucoup de confiance pour le reste de la saison, qu'elle doit se dire, écoute, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne serais pas top 5, top 3? Donc, oui, on peut dire qu'elle est en pleine forme, en tout cas, Osaka. Elle n'a pas de titre significatif depuis l'Australie 2021. Bon, 2021, quelques titres un peu plus mineurs. Et des passages difficiles au niveau santé mentale. Elle a eu une blessure, santé mentale, elle a eu un enfant aussi. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées depuis. Mais on se souviendra que Naomi Osaka, on la voyait comme la digne successeur de Serena Williams à un certain moment. On se disait, Colin, elle a remporté beaucoup de titres Grand Chelem rapidement jeune. Peut-être qu'elle va en gagner 10, 12, 13, 14. Mais là, honnêtement, j'ai l'impression que ce ne sera pas le cas de la façon dont sa carrière s'est déroulée. Mais quand on regarde cette année, ronde des 16 fait un bon match à Sabalenka, 7-5, 6-3 à Roland-Garros. Elle fait la finale à Hambourg, qui est un tournoi sur gazon, voilà. Et là, ronde des 16, bat Sabalenka, la numéro 1 mondiale. Il y a quand même une courbe de progression. Puis n'oublie pas, finaliste à Montréal, à l'OBN, l'an passé, ça s'est terminé un peu en queue de poisson. Pour elle, pas pour nous. Pour elle, non, pour nous, c'était une grande victoire, mais pour elle, disons que sa façon d'accepter la défaite était très questionnable. On la voit plus, on dirait, pour ses accoutrements, pour ses tenues quand elle arrive sur les terrains, mais force est de constater que ses performances sont très bonnes en ce moment. Mais tu sais quoi? Peut-être que Montréal va avoir été un élément déclencheur pour elle en dépit de la défaite. Parce que, tu regardes Montréal l'année passée, finale. Après ça, demi-finale au US Open. Non, c'est des beaux résultats. Là. Et là, depuis le début de la saison, c'est quand même vraiment pas si mal. Et je te dis, la progression depuis Roland-Garros, elle semble significative. Ma question est la suivante. Est-ce que Naomi Osaka peut, en ce moment, est-ce qu'elle est, selon toi, définitivement une aspirante? Oui. Oui, parce que c'est ouvert. Il y a Goff, là, qui pour moi, et toi aussi, je crois, en ce moment, serait la favorite. Pegula, elles vont se rencontrer. On pense que c'est une des deux qui devrait gagner, mais à l'image de cette quinzaine-là, et de Roland-Garros aussi, j'ai envie de dire, Osaka, pourquoi pas? Il n'y a rien de sûr du côté féminin pour moi en ce moment, donc pourquoi pas Osaka?
Et avant qu'on aille sur les matchs de quart de finale qui vont nous mener peut-être à des prédictions, Ouais. il y a la victoire de Naomi Osaka, mais il y a aussi la déception de Aryna Sabalenka. Je vous invite à écouter ce qu'elle a dit après la rencontre. Irina, commiserations on your loss. Do you feel Did you like say congratulations? commiserations? Oh my God, sorry. I was like, okay. Do you feel like you are the world number one player at the moment? And if not, what do you feel like you need to do to get back to that status? This question, guys. I mean, let's just look at the rankings. So by now I'm world number one. Level-wise, today I wasn't world number one. Yesterday I was world number one. I feel like I just, you know, like, I don't want to even like think about ranking to be at this point. I just want to go, get completely drunk, forget about tennis, and try to get better in a better shape. Une brosse, mon cher! Toujours un régal, ces conférences de presse. Il y a 3 semaines, elle arrêtait le tennis. Non, mais c'est ça. Après un break, après Roland-Garros, et là, je vais me saouler pendant 48 heures. Elle dit, mais en même temps, il faut que je me remette en forme. Donc, écoute, on l'aime parce que ses émotions sont toujours cash à fleur de peau. Pour moi, c'est très bon quand on l'entend. Elle est rafraîchissante. Donc, j'étais un peu triste pour elle, mais elle le prend très mal, cette sortie rapide quand même. Moi, je suis disponible. Si jamais elle veut prendre un verre, Aryna Sabalenka, je suis disponible. Tu vois, on va faire le party ensemble, ça va me faire bien plaisir. À quelque part entre Buffalo et Halifax. Peut-être pas Buffalo. Là. On reviendra pas là-dessus. Là, mais... Non, mais Boucherville, pourquoi pas? Boucherville. Ah, il y a plein de choses. À la cage. T'as le 10-30 pas loin, l'autre côté. Petit verre à la cage. Ouais. Pourquoi pas, honnêtement. Ou on y paiera... ben là, elle va être à Toronto, j'allais dire, on y paiera un Melon Ace quand elle va venir ici. Mais, Melon Ice. Ouais, non. Non, mais en même temps, c'est drôle, hein, parce que je réfléchissais là-dessus, puis ça fait des années qu'on en parle, toi et moi, de Sabalenka, à quel point on aime le fait qu'elle est souriante, pétillante, mais elle est... Elle est vraie. C'est ça le mot. On aime ça, une personne qui va... Elle est contente, on le sait. Elle n'est pas contente, on le sait. C'est la vie, quoi. Elle nous démontre... c'est pas un robot. Elle a la fleur de peau. Elle est très performante aussi. Elle est très exigeante aussi avec elle et avec son équipe. Mais pour moi, c'est un régal de voir son parcours de carrière à Sabalenka. Et puis moi, pour vrai, honnêtement, j'en prendrais plus des joueuses comme ça qui me disent les vraies affaires. Ouais. T'es fâché, t'es déçu. T'es pas obligé de dire « je donne le crédit à mon adversaire ». Puis après ça, tu vas péter 4 raquettes dans le vestiaire. Là, t'as le droit de me dire... Je trouve pas que ça... Moi, ça me rend plus proche de toi, ça te rend plus relatable. Absolument. Pour utiliser l'expression anglo. Là. Moi, j'ai aucun enjeu avec ça, puis ça me donne le goût de cheerer plus. Je vais rajouter un truc. Elle fait beaucoup d'argent en ce moment. Elle ne s'en cache pas. Elle est contente d'exposer ses bijoux quand elle arrive sur le terrain, ses nouveaux colliers, ses bagues. Tant mieux pour elle. Elle l'a mérité. Elle travaille super fort. Moi, tout ça, ça fait partie de la personnalité. Extravagante. Il y en a qui vont dire bling-bling. Mais en tout cas, moi, je dis, elle est cash, Sabalenka, et c'est très bien. Elle est numéro 1 mondial. Ouais. Good for her. Elle l'a mérité. Regarde, je veux dire, à un moment donné, tu peux bien... Puis après ça... Puis même si t'étais pas numéro 1 mondial, tu veux être de même, ben sois-le, sois toi-même. Ça te rend heureux, ça te rend heureuse d'être comme ça. Pourquoi pas? Le monde... Tout à fait. On peut laisser les gens juger ce qu'ils veulent, là, ça c'est leur problème, mais pourquoi pas? Profiter de la vie comme tu as envie de le faire. Puis si tu as le goût de dire à tout le monde, tu as le goût d'aller prendre une brosse ou d'arrêter le tennis. C'est drôle. En même temps, si ça arrivait à chaque tournoi, là, peut-être qu'on dirait, consulte peut-être un psychologue. Il y a certains, du côté masculin, on savait que ça arrivait à chaque tournoi, mais c'était pas sorti nécessairement en conférence de presse. Peut-être Nick Kyrgios s'en est jamais caché. Là, je l'ai pas mentionné. Te souviens-tu, il y a quelques années, à Granby, on avait eu la clip de Thanasi Kokkinakis. Là, on lui demandait pourquoi... Qui est le partenaire de double souvent de Kyrgios. Oui, on lui avait demandé... Elle existe encore sur nos plateformes. Là, je vais même expliquer comment ça s'est passé. Il vient, c'est le plus gros nom à Granby cette année-là. Je dis, pourquoi tu décides de venir à Granby? Après Wimbledon, pas mal fait le party, je me suis pas vraiment entraîné. Fait que là, je me suis trouvé un tournoi pour me remettre en jambe un peu. Il avait perdu, je pense, au 2e tour finalement. Là, après l'entrevue, tu sais,
sûr, tu veux que je sorte ça, là, tu sais, mettons qu'il te dit, faites le party, mais c'est pas trop entraîné. Rien, moi, ça me fait plaisir de la sortir. Je disais, ben oui, ça, là, ça me dérangeait pas. Fait que, non, mais pourquoi pas, puis, je veux dire, ces gens-là ont des rythmes de vie qui ont pas de foutu bon sens, là, tu sais. Puis, tu sais, moi-même, toi aussi, même chose. Moi, j'ai l'impression de travailler vraiment fort dans la vie, puis je dis pas ça pour me vanter, mon horaire. Ben, tu voyages aussi beaucoup, là. Ça fatigue, là. Rien à voir avec eux autres, là, mais tu sais, justement, si je me mets à mon échelle versus eux autres, que ça n'a aucun foutu sens, c'est encore 1000 fois pire que moi, puis moi, je me mets dans l'état d'esprit où des fois, j'ai le goût là, de me sortir le travail de la tête, là, mais j'ai comprends les joueurs, là, puis c'est des humains comme tout le monde, d'abord et avant tout, puis pour vrai, si vous pensez que la plupart des athlètes, on l'a dit souvent, là, c'est des gens avec la tête enflée, là, c'est pour l'essentiel des cas, pas le cas. Puis c'est pas parce qu'elle affiche chez Bling Bling qu'elle n'est pas terre à terre, là, Aryna Sabalenka. Puis, tu sais, elle en a vécu là, des affaires, là, tu sais, avec son conjoint, la guerre en Russie-Ukraine, où elle était au milieu d'un million de commentaires. Ça se peut qu'il y a une tourbillon autour d'elle tout le temps. Ça n'a pas été une carrière qui est linéaire aussi pour elle. Elle est numéro 1 depuis un bon bout de temps. On se souvient d'elle pour sa place de numéro 1, mais elle a eu des difficultés au niveau mental. Elle pouvait s'effondrer dans plusieurs matchs. Difficultés au service aussi. Elle a dû s'améliorer et vraiment progresser. Donc moi, Sabalenka, je fais partie de sa route et son voyage. Puis je trouve ça le fun de l'avoir évolué pour les bons moments et les moins bons moments. Parlant de Sabalenka, il y a d'autres joueuses qui sont tombées au combat. Mon cher Hugues, le top 3 est mort. Rybakina qui sort rapidement, Swiatek qui sort rapidement dans un match contre Alexandra Heller, un super beau match avec une image qui a fait le tour du monde sur un coup, elle tombe, la photo elle recule, elle tombe, elle est à l'horizontale sur le terrain, elle réussit à retourner la balle, elle perd le point quand même, mais c'est une photo géniale. Les gens ont dit voilà le nouveau coup à l'horizontale du tennis, une des photos de l'année dans le sport. Ben oui, puis pour les gens qui l'ont pas vu, elle est presque en position push-up avec sa raquette. Elle est en soutien sur sa main droite, puis elle frappe de la main gauche. Des photographes qui ont l'œil, honnêtement. Oui. Et tu parlais d'Alexandra Heller. Elle a perdu son match après avoir battu Swiatek. Mais as-tu vu la clip qu'elle a fait après Swiatek? Je l'ai fait sortir, là. On peut l'écouter, puis on en reparle après. I'm really emotional. And maybe for someone like Iga, who has won so many slams, or maybe someone like Serena or Venus, this achievement may seem small, but for someone who grew up in the Philippines and you know, I went to train with my brother and my grandfather every day after school with my ruffled socks and my light up shoes and chubby cheeks. So to her, this is everything. Honnêtement, moi, ça m'a... Oui, c'était émouvant. J'ai pleuré. Chubby Kid. Oui, ben c'est ça. Tu sais, avec quand j'allais m'entraîner, parce que, bon, pour résumer la clip, là, finalement, elle dit, bon, pour une fille qui vient de la Thaïlande, avec le parcours... excusez, j'ai dit Thaïlande. Des Philippines. Oui. Avec le parcours que j'ai, je me souviens quand j'allais m'entraîner au terrain avec ma grand-mère. Avec ses chaussettes ravalées, et puis c'est Chubby Cheek. C'était vraiment cute. Désuet et tout ça, puis elle avait les larmes aux yeux. Ouais, c'était émouvant. Elle a travaillé fort. Elle me fait penser un petit peu à Léla, un petit gabarit, c'est une gauchère, très dynamique sur le terrain, donc c'était rafraîchissant de l'avoir gagné. C'est drôle, j'avais cette discussion-là au bureau justement avec Ronnie Micheli au bureau qui est un gros fan de tennis aussi, puis on avait exactement cette conversation-là. Elle me fait penser un peu à Léla, le petit gabarit mais qui est capable de générer une bombe d'énergie également. Ouais. Mais même si elle avait perdu, je voulais qu'on monte la clip parce que pour vrai, c'est pour... Tu sais, le sport, c'est aussi ça. Oui. C'est pas juste une histoire de résultats, c'est aussi de la persévérance. Clairement. Il n'y a pas un athlète ou une athlète qui se rend là sans avoir travaillé comme des défoncés, on l'a dit plusieurs fois. Puis moi, ça m'avait vraiment touché. Oui, c'est un moment mémorable de Wimbledon en 2026. Tout ça pour dire que finalement, il reste pas tant de grands noms dans ce tableau-là. Naomi Osaka, Mukova, le haut du tableau est, à mon avis, plus fort que le bas du tableau. Oui. Après ça, Pegula, Goff. Tantôt, on en parlait. Moi, j'ai l'impression que la gagnante de ce match-là va se donner une sérieuse option sur Wimbledon. Oui.
Kotsuk contre Paolini. C'est pas un mauvais match, mais... Kotsuk qui joue bien en ce moment. Ouais, elle va bien depuis 1 an et demi. Et Paolini qui est ressurgi, là. Ça a été plus difficile depuis 1 an, mais là... Ancienne finaliste à Roland-Garros. Elise Mertens qui revient de on sait pas où. Qui a d'ailleurs battu Rybakina. Qui jouera contre Noskova. Elise Mertens. D'ailleurs, te souviens-tu, sais-tu, la semaine passée, je te parlais du nombre de Tchèques dans le tableau du côté féminin. Il en reste 2 encore de finale quand même. Il reste 2 Américaines également. Peut-être Naomi Osaka peut semi-considérer comme une Américaine. Alors, voilà. Sans qu'on parle de chaque match... est-ce que tu vois quelqu'un d'autre sortir du tableau? Est-ce que tu vois quelqu'un, à part Naomi Osaka ou Pegula ou Goff, peut-être surprendre et remporter un titre? Je pense que ça va être dans ces 4-là. Je pense qu'on est au bout de nos surprises côté féminin. Là. Et même Mukova, elle a déjà été finaliste en Grand Chelem. Il fallait que ce soit elle qui sorte de ce côté-là. Sinon, honnêtement, ça va être une belle histoire. Là. Dans le bas du tableau, là, c'est 4 filles que personne n'attend pour gagner un Grand Chelem. Ça va se passer en haut du tableau. C'est mon feeling. C'est mon feeling aussi de ce côté-là. Parlant de ce tableau-là, il y en a une qu'on surveillait au début de la semaine, du nom de Serena Williams. On se disait, est-ce qu'elle peut remporter le tournoi? Peut-être pas. Moi, je me disais, peut-être qu'on ne sait jamais. Finalement, ça a été un très court passage pour Serena Williams. Moi, je t'avais dit un match, peut-être, mais évidemment, on a parlé beaucoup de ce premier tour très regardé contre Maya Joint de l'Australie, qui a finalement remporté ce match-là avec beaucoup de courage et beaucoup de panache aussi. Au niveau de l'analyse, c'était intéressant parce que d'un point de vue sportif, on pouvait se dire, est-ce qu'elle est vraiment en état de faire un bon tournoi? En double, OK, parfait, mais en simple, on verra. Et le laisser-passer, Alex, avait été offert par Wimbledon. Nuance hyper intéressante. C'est pas Serena. L'a jamais demandé? C'est pas Serena qui l'a demandé. Le tournoi lui a offert cette wildcard au premier tour. Premier tour qui se joue en pleine période de Coupe du Monde. Donc, on se bat à Wimbledon pour les codes d'écoute dans les premiers jours qui sont souvent un peu moins suivis. Donc, ESPN qui est le diffuseur. Record d'écoute, Alex, pour un premier tour sur ESPN, ce match-là. Plus 55% d'audience versus 2025. Ils ont fait un coup de commercialisation, un coup marketing avec Serena au premier tour. Le wildcard, d'un point de vue sportif, c'était questionnable parce que toi, comme moi, on disait peut-être qu'elle va gagner un match, peut-être pas. Moi, j'avais dit un match, elle ne l'a pas gagné finalement. Bon, elle s'est blessée apparemment à la fin du premier set. Elle s'est retirée du double aussi. Elle s'est pas présentée en conférence de presse. Elle n'a pas eu la bande habituelle de 50 000 $ parce qu'apparemment, elle était blessée. Il y a une vidéo qui est sortie ce week-end. On voyait bien qu'elle a un problème avec une de ses jambes. Mais donc, je pense, pour résumer, bon coup commercial. Mais d'un point de vue sportif, c'était questionnable quand même. Mais ESPN et Wimbledon ont réussi à attirer beaucoup d'attention sur ce match-là. Alex, John McEnroe, qui commente jamais les premiers matchs, commentait le match de premier tour de Serena Williams. C'était un match événement. Donc, ils ont réussi à créer un buzz, un hype autour de ça, et ça a été payant pour les codes d'écoute. OK, mais là, va plus loin, parce que tu m'as dit, en hors d'onde, tu m'as dit... C'est un match, là, tu l'as dit, mais on va être plus direct, mettons. C'est un match marketing, marketing pour faire compétition à la Coupe du Monde. Exactement ça. C'est ce que je viens de dire. Là. Exactement ça. Et c'était un contexte où les premiers tours ont des codes d'écoute moyennes. C'est moins excitant souvent. Avec Serena en tête d'affiche, on parlait que de ça pendant 3 jours. Le retour de Serena Williams. Toi comme moi, peux-tu gagner le tournoi? Beaucoup de gens qui suivent pas le tennis de façon assidue avant les demi-finales, les finales, se sont dit on va quand même regarder ça. ESPN bat un record de l'histoire de la diffusion sur ce réseau-là pour un match de premier tour. Donc oui, ça a été un match marketing surtout. Si elle avait gagné un tour ou 2, ça aurait été du bonus. Mais moi, je pense pas qu'elle est en état en simple dans n'importe quel tournoi de faire 2, 3, 4 rondes. Le tennis est rendu beaucoup plus vite, malgré qu'elle a bien joué. Attention, c'était pas mauvais ce qu'elle a produit, mais se déplacer rapidement de gauche à droite, devant, derrière, durant 3 heures, c'est plus le moment pour Serena de faire ça. Donc oui, je maintiens que c'était un match marketing et il y en a qui disent qu'elle se prépare
similaire pour le US Open. Donc, elle aura une wildcard au US Open aussi. Puis encore une fois, d'un point de vue organisateur, je mets mon chapeau commercial. Ça fait plein de sens d'offrir un wildcard à Serena Williams. Parce que tous les regards sont sur elle et sur ce match-là. Mais encore une fois, d'enlever une wildcard à quelqu'un, à une jeune qui commence, qui a besoin du revenu, là, c'est 110 000 US à peu près un premier tour en US Open, en Grand Chelem. Ça vient changer toute ton année. Donc, et aussi, faire des points qui fait que tu montes au classement, qui fait que tu as des tableaux plus faciles pour la suite, c'est questionnable aussi. Donc, est-ce qu'on offre une wildcard à Serena Williams au US Open? Je suis convaincu que oui, mais je suis convaincu que dans le choix de Wimbledon, c'était pas tant pour la remercier pour ses titres et sa belle carrière que faire de l'audience au premier tour du tournoi. OK. Voilà. Mettons qu'on est en 2027 au lieu de 2026. Oui. Pas de Coupe du Monde. Mm-hmm. Est-ce qu'on lui donne une wildcard? Je maintiens ma ligne. Il n'y aura pas de nouvelle wildcard en 2027, c'est garanti. Le contexte ne sera pas le même. Elle aura un an de plus en plus. On ne sait pas dans quel état elle sera, mais effectivement, si le contexte où elle était prête à jouer, elle était en double, on voyait qu'elle faisait partie du circuit encore, je pense que Wimbledon ne lui offrira pas une wildcard l'an prochain. Mais en fait, ma question, c'était pas tant sur l'an prochain, c'était plus imagine un scénario où il n'y a pas de Coupe du Monde cette année. Ouais. Est-ce qu'on lui donne une wildcard? C'est moins sûr. C'est ça. Beaucoup moins sûr. Pour les raisons que j'ai évoquées, il y a des gens qui en ont plus besoin de wildcard qu'elle, mais ça a été un succès commercial de mettre Serena au premier tour. Mais, honnêtement, moi, ça m'a même pas traversé l'esprit. Ça, c'est mon... Le gars de marketing. Ça, c'est mes torts et mes habitudes marketing et commerciales. Puis quand j'ai vu les résultats sur ESPN, j'ai dit, voilà, c'est un record d'écoute. Voilà. Ils ont gagné leur pari. Ils ont gagné leur pari, exactement. Je l'ai souvent dit, Hugues, tu es un génie du marketing et je le pense. Je sais, prends-le, ça me fait plaisir. Je pense que tu es très bon dans ce que tu fais, et particulièrement dans le monde du sport par ailleurs, là, même si tu as travaillé bien ailleurs que le monde du sport. Fait que si vous voulez engager Hugues, il fait. Et tu prends pas de contrat bas de 5 millions par année. Hein, oui, c'est ça. Tu commences à 5 millions. Je prends une wildcard et je fais mieux avec après. Écoute, Serena, ça a été. c'est ça. De court, passage, elle a déclaré forfait également en double. Beaucoup de gens n'ont pas aimé la poignée de main. Elle avait l'air vraiment fâchée quand elle est sortie du terrain. Bon, elle aime pas perdre, comme toutes les grandes championnes, mais ça s'est terminé un peu. C'était plate pour Maya Join qui a fait tout un tournoi en même temps, qui a eu une poignée de main un petit peu sèche. Puis ça a laissé un petit goût un peu amer à certaines personnes, cette sortie de terrain. Le pire, c'est qu'en conférence de presse, on lui a demandé. Il n'y a pas eu de conférence de presse. Elle a fait un statement. Non, au départ. Mais avant au le tournoi, début, excuse-moi. Avant le tournoi, on lui demande, bon, t'es-tu là? En gros, la question, c'est, t'es-tu là en touriste ou t'es là pour gagner le tournoi? Puis, elle a répondu avec presque un peu d'arrogance en disant, tu penses quoi? En même temps, peut-être qu'elle pense pas vrai. Je pense qu'elle aime le limelight, elle aime être sous les feux de la rampe. Serena, ça lui a manqué un peu. Je sais que c'est une investisseuse active, elle travaille encore, Serena, elle fait beaucoup de choses, mais je pense que ça lui manquait peut-être un peu aussi cette adrénaline du circuit. Avant qu'on quitte l'épisode, parlons du double. Parce que Gabriela Dabrowski et Louis Stéphanie sont dans ce tableau-là. Ouais. Et je regardais ce qu'elles ont fait cette année. On laisse un peu de côté le double quand on a un peu moins de temps, mais là, on a encore un peu de temps pour en parler. Et je pense qu'on se doit d'en parler. Dabrowski et Louis Stéphanie sont les deuxièmes têtes de série de ce tournoi-là. Ouais. Elles ont 3 titres ensemble cette année, 5 au total. Elles ont gagné à Eastbourne le dernier tournoi qu'ils ont joué. Exact. Honnêtement, elles vont entrer dans ce tournoi-là comme assurément des favorites. Son deuxième tête de série, mais elles pourraient très bien aller jusqu'au bout. Ouais. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas passé les demi-finales en Grand Chelem encore ensemble cette année. Pourquoi pas maintenant, Gabi Dabrowski, notre grande championne de double, rappelons-le, médailliste, médaille de bronze à Paris aux Olympiques avec Félix. Championne du US Open. Championne du US Open. Je pense qu'elles ont gagné les finales d'ATP aussi. Donc Dabrowski, c'est toujours une championne potentielle dans un tableau de double. Donc, on va les suivre jusqu'au bout. Mais on peut être très fier d'elle. Puis on parle pas beaucoup du double, malheureusement. Puis je dirais presque de moins en moins en ce moment. Mais la carrière que Dabrowski fait pour le Canada en ce moment, c'est exceptionnel. Et ça va être une Hall of Fame garantie du côté canadien. Ah, ben oui, elle passe déjà à l'histoire comme une des grandes joueuses de double de l'histoire. Ouais. Parce que j'ai hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là, mais ça pourrait très bien, on pourrait peut-être finir, c'est là où je veux en venir, avec 2
titre canadien à Wimbledon. Peut-être que Félix et Gabriela, pourquoi pas, pourraient remporter ce match. Je suis content qu'on soit en deuxième semaine bien entamé et qu'on parle encore de joueurs canadiens en simple et en double. En Grand Chelem. On verra ce qui va arriver de ce côté-là. Présentement, les filles sont au troisième tour et ils vont affronter... Il y a Noskova qui est encore en double du côté du tournoi. Alors ça va peut-être l'affecter du côté de son simple. Et les premières têtes de série sont, bon, évidemment, Siniakova et Taylor Townsend qui ont une bonne saison. Ils sont les premières têtes. Attends-toi à ce que Noskova se retire du double si elle continue d'avancer dans le tableau de simple. Ça se pourrait. Mais chose certaine, c'est une bonne semaine pour Noskova. J'ai hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Mon cher Hugues, tu m'avais dit hard stop à 6h, 5h59. Les amateurs de sport m'attendent à 7h. Ah, t'es sérieux? Ça va faire de la radio? Bon. Bonne chronique à la radio, mon cher Hugues. On va parler de Félix encore parce que c'est excitant ce qui se passe en ce moment. J'en doute pas. Alors, comme c'est la tradition, je vais te demander de mettre un terme à l'épisode. Bon tennis, Alex. Bon tennis tout le monde et bonne fin de Wimbledon.